Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Romain nous rejoindra ce soir dans votre chronique Cinéfacto. En attendant de le retrouver, voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, le film Les Guetteurs. Avec ce film, la réalisatrice américaine Ishana Naet Shyamalan signe son premier long métrage en s'inspirant du best-seller The Watcher de l'auteur irlandais I.M. Shane. Ce dernier me fait penser au film Village, réalisé d'ailleurs par son père, dans lequel une petite communauté isolée est persuadée qu'une race de créatures étranges peuple les bois avoisinants. C'est donc une histoire pleine de suspense qui vous attend. La réalisatrice Aurélia Raoul était au pays en avril dernier pour le tournage de son court-métrage Kai. J'en ai donc profité avant son départ pour la métropole de la recevoir pour en apprendre un peu plus sur son film. Enfin, dans ce 4e volet de la série documentaire Le Petit Peuple des Rivages qui s'intitule La baie de Chouaka, qui se situe aux Zanzibar, vous allez découvrir comment les animaux font pour survivre quand la mer se retire sur des centaines de mètres. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors, vous le savez sûrement, le Ciné City a rouvert ses portes. Donc, ce soir, vous allez découvrir 2 films qui sortiront dès demain sur grand écran. C'est l'heure de votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Les Guetteurs. On y suit Mina, une jeune artiste qui se retrouve dans une forêt irlandaise, complètement perdue. Elle va trouver refuge dans une maison déjà occupée par 3 inconnus. Elle découvre alors qu'ils sont surveillés et traqués par de mystérieuses créatures qu'elles ne peuvent pas voir. On regarde la bande-annonce. Y'a quelqu'un? J'ai besoin d'aide! Où est ma voiture? Vous avez 5 secondes avant qu'on verrouille la porte. 5, 4, 3, 2... Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Je ne veux pas vous faire peur, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Ça ne serait pas prudent de les faire attendre. Une petite nouvelle, ça va les intéresser. Ce miroir donne sur l'extérieur. Ils viennent tous les soirs. Et ils nous observent. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ça? Des applaudissements. Pour vous, Mina. Tu es là depuis quand? J'en sais rien. Tu les as jamais vus? Ceux qui les voient ne survivent pas. Ils sont venus dans notre monde pour une bonne raison. Ils n'ont rien à faire là. Et il n'est pas question que je reste ici. Ils nous laissent la vie sauve parce que nous respectons leurs règles. Mais vous ne les respectez pas. Les Guetteurs. Un film qui explore la peur de l'inconnu et la tension d'être observé à son insu. Donc, si vous aimez les films qui instaurent un climat austère et provoquent un certain malaise, vous allez l'adorer. Enfin, après la grande vadrouille avec Louis de Funès et Bourvil, place à la petite vadrouille. Justine, interprétée par Sandrine Kiberlin, se voit confier une mission un peu délicate par son patron, Franck, interprété par Daniel Auteuil. Ce dernier veut séduire une femme et pour ce faire, il va mettre le paquet. Donc, il va mettre la coquette somme de 14 000 €, soit un peu plus d'1,6 million, 1 600 000 francs, pardon. Rien que ça pour un week-end en amoureux. Justine, elle y voit un bon moyen de sortir son couple et ses amis donc de leurs ennuis financiers. Donc ensemble, ils vont organiser une petite excursion, je dirais romantique pour son patron. Mais l'idée est avant tout de lui soutirer un max d'argent. Le problème, c'est que la fameuse femme que le patron veut séduire n'est autre que Justine. Justine qui est mariée. Alors comment va se passer donc cette escapade amoureuse? On regarde la bande-annonce. Justine? Ouais, monsieur Pauillac. Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça. D'accord. Le principe,
c'est de s'en garder au moins la moitié. Il faut que j'organise un week-end de rêve. On va tous se refaire. Jocelyn, capitaine, Albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up. Mais oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Bonjour Franck. Je suis votre capitaine et vous dites mon capitaine. Voilà, c'est bien. Très bien. Il faut rester élégant, raffiné. J'ai mon poste en jeu, donc il faut que tout soit de très très grande qualité. Oh, les croûtes. La petite vache, je l'adore. 3000. Ah, elle a raison, faut le faire cracher. À chaque écluse, il faut payer 50 €. Il la frappe. Mais c'est qui ce type? Non mais ça va. Hein. Tu commences à m'emmerder là avec ta jalousie à la con. Un film hilarant à ne pas rater. Alors ce soir, avec Aurélia Raoul, mon invitée, nous allons parler justement du tournage de son court-métrage Caille. On la retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Aurélia, merci à toi d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir donc ton court-métrage Caille, dont le tournage s'est terminé, parle-nous un peu de toi en fait. Pourquoi le cinéma? Qu'est-ce qui te plaît dans le 7e art? En fait, j'ai voulu faire du cinéma assez jeune, vers 14 ans, je pense. Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup de films et surtout, je regardais beaucoup de making-of. Ok. Et dès enfant, quand je regardais les making-of, j'avais l'impression que ma place était parmi ces gens. Ok. Et je sais qu'au collège, avec des amis, on voulait faire une pièce de théâtre. Et en fait, tout de suite, je leur ai dit, ah, si on en faisait un film. Mhm. Et ça a été vraiment une confirmation et une révélation pour moi, en fait. Et c'est à partir de là que j'ai voulu faire des films, plus particulièrement des films d'horreur si possible, mais je voulais travailler dans le cinéma. Ok, donc du coup après tu es partie en France pour tes études. Oui, 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 oui. Bah, à 18 ans, du coup, j'avais mon bac audiovisuel. J'avais fait l'option audiovisuelle du lycée La Pérouse. Et je suis partie à Paris faire l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. J'ai d'abord fait une licence, puis un master de didactique de l'image. Et ensuite, j'ai passé le concours de Lumière et j'en suis sortie diplômée, donc 3 ans après l'admission. Donc en section cinéma, c'est les métiers de l'image. D'accord. Et depuis, tu réalises tes propres films. Oui, alors juste après l'école, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante réalisatrice, mais en fait, c'est très, très chronophage. Et le week-end, j'avais plus de force pour écrire mes propres projets. Et comme j'ai toujours voulu écrire et réaliser, je me suis dit que j'allais prendre une année sabbatique pour me consacrer à l'écriture de mes propres projets. Et de là, j'ai participé à pas mal d'ateliers et de résidences et j'ai concouru dans différents concours. J'ai répondu à des appels à projets. J'ai fait d'abord la résidence, l'atelier de la scénaristerie. Ensuite, j'ai fait la résidence au film de long de genre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait ma productrice Claire Bonnefoy de Bobby Lux et le distributeur aussi, donc Thierry Lounas de Capricci. Ok. Tu as participé, tu as écrit il y a un film aussi pour le festival Nikon. Je suis Albert. Oui, 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 oui. C'était au tout début quand j'ai arrêté de faire de l'assistanat à la réalisation. J'ai voulu participer au festival Nikon avec ce petit film avec un chien comme personnage principal. Maintenant, j'ai des enfants comme personnages principaux, donc j'aime la complication. Et il a eu pas mal de succès, en fait. Il a été finaliste du festival et il a tourné dans pas mal de festivals autour du monde, en fait. Donc, je suis assez contente de ce film. Donc, tu le disais, en fait, le genre horrifique, c'est un genre cinématographique qui te plaît. On l'a vu donc, dans ton court-métrage « Je suis Albert ». Il y a aussi dans ton film « La Concession ». Est-ce qu'on retrouvera aussi l'horreur dans ton court-métrage « Caille » ? Pas du tout. Ah, ok. C'est un film d'époque plus dramatique, on va dire, que film de genre. Comme en fait ce film c'est le préquel, donc en fait c'est au sujet de la rencontre de deux personnages qu'on retrouvera dans le long. À la base je voulais mettre des éléments de film d'horreur, mais j'ai pas réussi, ça ne fonctionnait pas, ça a tombé vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et je trouvais qu'en fait ça dévalorisait l'œuvre entière en fait. Donc j'ai laissé tomber l'horreur pour ce film-là. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème, en fait? Parce que Caille, en fait, c'est en 1878, c'est ça? Oui. Donc, tu peux nous raconter un peu, ça va parler de quoi?
À la base, l'envie du projet de ce court-métrage vient de l'envie de faire un préquel pour le projet donc, de long La Concession, pour Oui, donc c'est montrer une suite. ce Ok, dont je pardon. suis capable et montrer qu'il est possible de tourner un film d'époque, on va dire franco-calédonien, Mhm. donc en Nouvelle-Calédonie, avec une équipe calédonienne à 99%. Mhm. Et ensuite, pour le sujet, donc on en a beaucoup discuté avec ma productrice et on s'est intéressé à la rencontre de ces deux personnages. Donc, une petite fille kanak, Kai, qui était interprétée par Jaina Kamoji, Mhm. et un missionnaire, donc interprété par Raphaël Thierry, Mhm. au milieu donc du contexte de 1878. Et en fait, ils vont recréer leur cellule familiale. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir quelque chose d'assez pacifiste et voir comment Mhm. la guerre, en fait, pouvait déchirer des familles et isoler des gens. Quel message tu as voulu faire passer à travers ce court-métrage? Bah, un message assez pacifiste. Oui, Et voilà. en fait, ce qui m'intéressait, c'était de parler du destin commun, mais en le déplaçant à une autre époque, en fait. Et sur la difficulté, en fait, de construire un destin commun dans un contexte compliqué. Mhm. Donc, nous avons eu la chance, en fait, merci à toute ton équipe et à toi de nous avoir permis d'assister à quelques séances, je dirais, de ce tournage. Kai, il y avait du beau monde, d'ailleurs, à la fois une équipe métropolitaine, tu l'as dit, mais aussi calédonienne. Dis-nous en plus. Pourquoi, en fait, tout ce beau monde? Pourquoi tout ce beau monde? Parce que j'ai eu de la chance. Alors, par exemple, pour le missionnaire qui est interprété par Raphaël Thierry, dès le départ, j'imagine, pour moi, c'était une évidence que ça devait être lui. Quand j'ai écrit, j'ai pensé à lui. Dans le scénario, en fait, j'avais décrit. Quand je lui ai proposé, il m'a dit qu'il était vraiment intéressé et touché par le message du film, ses nuances, parce que j'ai essayé d'avoir un propos assez nuancé, sans prendre parti, en fait, finalement. Et essayer de montrer la complexité de l'histoire et la complexité de la Nouvelle-Calédonie, ce qui rend la Nouvelle-Calédonie très belle. Donc, il était vraiment intéressé par ça. On a eu une chef-op qu'on a fait venir aussi de France, qui travaille son travail est magnifique. Et pareil, elle était intéressée forcément par le fait de venir en Nouvelle-Calédonie, soyons honnêtes, mais aussi par la possibilité esthétique et émotionnelle, on va dire, du film. Alors justement, tu parlais donc des acteurs. Maëlys Vézir, notre journaliste qui a pu vous suivre, interviewé donc, je dirais, la guest star, tu l'as dit, hein, Raphaël Thierry. En tout cas, ça l'est pour moi. Je te propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Ça s'est fait assez rapidement puisque Aurélia m'a contacté, je pense, il y a 2 mois. Et en général, je fais toujours des courts-métrages, essentiellement quand je suis séduit par le propos. Et là, c'était vraiment le cas. Ensuite, j'ai rencontré Aurélia par Zoom. Et puis, on a discuté ensemble notamment de ce qu'elle attendait. Et si le sujet m'a séduit, c'est parce qu'il fait référence aussi à un moment de notre histoire commune entre la France et la Calédonie. Et je crois que de temps en temps, la fiction permet aussi de se remettre en mémoire des pages importantes de l'histoire. Alors justement, tu le disais que tu as tout de suite pensé à lui, mais pourquoi lui et pas un autre? Ce que j'aime beaucoup chez Raphaël, ce que j'ai senti dans tous ses rôles, dans tous ses choix de projet, Il est parce que vrai. ça parle beaucoup, en fait, les choix de projet et les choix de films. C'est quelqu'un de très complexe, très humaniste. Il est à la fois très intellectuel, cultivé, c'est un homme de lettres qui a une très très grande culture. En même temps, il a une simplicité, il est très terre à terre, très attaché au terroir, aux différents terroirs. Il aime les rencontres et en fait, c'est quelqu'un d'assez humaniste dans tous les sens du terme. Et je trouvais qu'il s'était adapté pour ce personnage de missionnaire, en fait, qui est à la recherche de paix et qui veut sauver des gens et à la recherche de rencontres d'autres cultures et d'échanges. Et c'est pour ça que pour moi, c'était une évidence que en fait, c'était le missionnaire. J'ai peut-être aussi écrit un peu le missionnaire en pensant à Raphaël. Donc, je pense que ce que je projetais sur Raphaël, j'ai écrit ça dans le missionnaire. Mais bon, voilà, pour moi, c'était une évidence. Le rôle était pour lui. Oui, oui. Il a été écrit pour lui en réalité même. Donc. Ouais. Alors, le tournage de ton court-métrage donc, a duré 1 semaine, hein, ça devait être intense. Comment ça s'est passé?
Ça s'est très bien passé. C'était très intense. On a eu une journée où on a fait un aller-retour à Watom. On avait 4 séquences, donc on a fait 3 heures de route quand même. Ah oui, c'est... 4 séquences, pas mal de comédiens, différents effets, différents jours de continuité. Mais l'équipe était vraiment professionnelle et très sympa. On a vraiment travaillé dans la bonne humeur. Et ce qu'on a fait aussi pour préparer ces journées intenses, c'est qu'on a fait beaucoup de préparation. Donc, en arrivant sur les décors le jour du tournage, on savait précisément dans quel ordre on allait tourner chaque plan, ce qui se passait, quelle était la lumière. On avait fait des plans au sol. On a fait de nombreuses réunions pour essayer de compenser le peu de temps, en fait, de tournage. Ouais, une sacrée organisation, en tout cas. Oui. Mais tout le monde a vraiment bien travaillé et était hyper organisé. Donc, ça s'est très bien passé, en fait. Heureusement. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de chance au niveau de l'équipe aussi. Alors, la fin du tournage, je le disais, donc c'est terminé. Mais c'est pas fini parce que là, on va commencer la post-production, donc le montage. Une fois terminé, où est-ce que l'on pourra le regarder? Alors, évidemment, on espère pouvoir l'envoyer au Festival de la Foi. C'est incontournable. On espère aussi l'envoyer qu'il soit accepté dans d'autres festivals comme Clermont-Ferrand et d'autres festivals à travers le monde. Il y a Cannes, évidemment, mais il y en a dans d'autres pays que la France. Et après, une fois qu'il aura terminé son petit parcours de vie, il sera forcément sur Internet. Il sera plus facilement accessible en dehors des festivals. Dernière question, Aurélia. Quels sont tes projets à venir? Bon, la Caille, on va dire que va rentrer en post-production, mais j'imagine que tu dois avoir d'autres projets. Oui, donc là, on se concentre sur le projet de long. On va se concentrer après la post-production sur le projet de long. Donc, c'est la concession et ça se passe quelques années après Caille. Donc, comme je disais, il y a encore le personnage du missionnaire et de Caille, mais on est centré sur un autre personnage qui s'appelle Eugénie, qui est une orpheline de 17 ans. Et on va commencer à rentrer, on va dire, en pré-prépa. On a bientôt la version définitive de scénario, mais pour ça, il faut qu'on fasse des pré-repérages, parce que forcément, ça influe sur le scénario. Qu'on commence à faire des castings, parce que pareil, ça influe sur l'écriture des personnages. Donc, et puis, c'est encore plus ambitieux, parce que c'est un film long, certes, mais d'époque, d'horreur, féministe, qui se passe dans la forêt calédonienne. Donc, il manque plus qu'un chien et des enfants, et on a, je pense, tous les soucis de tournage possibles. Mais bon, je suis bien accompagnée par mes producteurs, donc Claire Bonnefoy et Olivier Martin de NK Prod. Je ne m'inquiète pas trop, mais ça reste un projet très ambitieux, encore plus ambitieux que le court. Bah écoute, Aurélia, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous, et puis merci. Bonne continuation pour la suite, pour ton long métrage, et puis j'espère te retrouver dans une prochaine émission. Bah oui, moi aussi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très sympa. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet d'explorer le monde, nous donne matière à réfléchir, nous pousse aussi très souvent dans nos retranchements. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Ce soir, suite de notre série documentaire Le Petit Peuple des Rivages, dans ce 4e volet cap sur les côtes d'Afrique de l'Est, plus précisément la baie de Chouaka au Zanzibar, où des animaux tenaces et extrêmement ingénieux pour survivre savent se rendre invisibles lors de la marée haute pour échapper aux prédateurs, et lors de la marée basse sortent de leur cachette pour profiter pleinement du monde qui s'offre à eux pour quelques heures. On regarde un extrait. L'eau commence à disparaître de la partie haute du rivage. En 1 heure, la mer recule de 150 mètres, asséchant entièrement la mangrove. Alors qu'une partie de la faune s'est préparée à l'absence de la mer, un monde jusque-là invisible fait son entrée. Resté tapi au fond de son caisson d'oxygène, le crabe violoniste peut désormais se débarrasser de la capsule de boue qui colmatait son terrier. Comme tous ses congénères, il n'a que quelques heures pour se nourrir et grappiller toute la matière organique déposée sur le sable après le retrait de la mer.
Le balai de ces crabes, mesurant à peine 3 cm, est capital pour ces rivages. L'essentiel du nettoyage et de l'aération du sol de la mangrove est assuré par leur bon et loyaux service à chaque marée basse. Mais pas au point d'en oublier de s'accoupler. Au rythme des parades amoureuses, l'armée des violonistes se lance dans un grand festin. En agitant leurs pinces hypertrophiées, les mâles espèrent attirer des partenaires près de leur terrier pour montrer leur talent de bâtisseurs. Comme quoi la nature est fascinante. Un documentaire que vous pourrez retrouver sur Calédonia le lundi 17 juin dès 19h55. Enfin, ce soir, Romain va nous parler d'un réalisateur qui fait l'actu. Mais je n'en dirai pas plus. C'est l'heure de votre chronique Cinéfacto. Bonsoir Romain. Bonsoir Steph, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors ce soir, on va faire un focus sur la carrière d'un réalisateur mythique au film emblématique et surprenant, George Miller. Ah. Alors on va commencer par le commencement et on va découvrir que George, en fait, c'est un voisin puisqu'il est né en Australie le 3 mars 1945 où il y fera ses études de médecine et c'est pendant ces études-là qu'il va s'intéresser au cinéma. Alors il va passer d'abord par la case court-métrage, comme tout bon réalisateur, et ensuite, il va s'attaquer à son premier long, le premier volet d'une saga mythique. Il s'appelle Max et il est fou. Mad Max. Mad Max. En 1979, Miller réalise le film qui allait changer sa vie et l'industrie du cinéma, avec un budget limité, un Mel Gibson qui était encore inconnu à l'époque. Il va créer Mad Max, un monde dystopique rongé par la violence et l'anarchie. Et le film est un succès phénoménal, pas seulement en Australie, mais partout dans le monde, puisque ce sera presque 100 millions de dollars. Et à l'époque, c'est beaucoup. Et en plus, ce film va redessiner les standards des films d'action. Et que fait-on à un film qui marche et qui rapporte beaucoup de pépettes? On fait des suites, mais les suites sont souvent moins bonnes que les premiers films. Et pas pour George, parce que George n'est pas un homme comme les autres, puisqu'il va faire deux suites, Mad Max 2, Le Défi, et Mad Max, Le Dôme du Tonnerre dans les années 80 avec Tina Turner. Ça, faut le savoir. Ce qui va solidifier sa réputation de maître des films d'action post-apocalyptiques. Alors, logiquement, on va se dire que George va rester dans ce genre. Eh bien non, parce que je vous l'ai dit, c'est pas un homme comme les autres, puisqu'en 95 et en 98, vous le saviez peut-être pas, mais ce sera lui qui sera derrière les deux films Babe. Babe le cochon. Babe le cochon, le cochon qui parle, les films familiaux, eh bien c'est le gars de Mad Max. C'est un sacré changement là. Ça, ouais, je pense, hein, c'est un autre genre certes, mais qui va emprunter la même route. La route du succès, puisque le film Babe, le premier, il a cartonné, hein, il a été nommé pour 7 Oscars, et il va même décrocher l'Oscar des meilleurs effets visuels. Et tant qu'on parle d'Oscar, est-ce qu'on ne parlerait pas d'Happy Feet? Happy Feet, c'est les manchots qui dansent et qui chantent. Voilà, les pingouins qui dansent. Et oui, c'est aussi George Miller en 2006, et c'est comme d'hab, un succès, parce que le film remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Il aura même droit à une suite en 2011. Et ce qui démontre la capacité du bonhomme à s'intéresser à plusieurs genres qui sont diamétralement opposés et en plus d'y insérer son génie. Oui. Mais du coup, après, c'est fini Mad Max ou il va avoir des suites? Mais non, malheureuse. Et revient alors. 2015, c'est le grand retour du double M puisque le George revient en force avec Mad Max Fury Road qui va tout casser, des scènes impressionnantes, des cascades à couper le souffle, une photographie magnifique, une musique épique, des personnages forts, intenses, qui en plus portent un message féministe puissant. Bref, Mad Max Fury Road, c'est ce qu'on appelle une masterclass. Alors ça, le monde va s'accorder à le dire, puisque le film va rapporter 6 Oscars et va relancer l'intérêt pour Mad Max 30 ans après le dernier film Mad Max. Un intérêt que Miller a bien cerné, parce que n'ayant pas terminé d'explorer son univers, ça lui laisse de quoi le développer. Car si je parle aujourd'hui de George Miller, c'est parce que le préquel de Fury Road, basé sur la jeunesse de son héroïne Furiosa, est actuellement en salle, et j'ai pas encore vu. Mais de ce que j'ai lu et entendu, c'est un banger absolu. Alors, allez le voir si vous le pouvez, parce que ça permettra à Mad Max de continuer d'exister sur nos écrans, car c'est régal. Et George Miller, ça, c'est pas qu'un simple réalisateur. Pour ça, c'est un conteur visionnaire qui a su capturer l'imaginaire collectif
et parler à tous les âges avec des histoires puissantes et visuellement époustouflantes. Son héritage et son influence cinématographique sont indéniables et ça me laisse impatient de voir ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Bref, pour moi, personnellement, c'est ce Georges-ci qui est l'homme le plus classe du monde. Merci Romain pour cette belle découverte. Bah de rien, allez voir Furiosa. Il en a besoin. Ouais. Votre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet calédonia.nc. Je vous retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.